Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ne dites plus place de la CEDEAO, dites plutôt place de l'Alliance des États du Sahel, AES. Oui, une trentaine de voix, places et établissements publics changent désormais de nom. Dans la capitale malienne, des dénominations considérées comme des réminiscences de l'époque coloniale ont été remplacées par des noms de figures historiques et d'événements ayant une résonance dans la conscience collective des Maliens. À la place de noms comme Artois, Lamarne ou Archinard, retrouvez désormais des noms comme Sundiata Keita, Bazani Tera, Kankou Moussa, Nyamodi Sissoko ou encore Seydou Badian. La vision des autorités de la transition, c'est de restituer au peuple malien les symboles qui reflètent son patrimoine, son combat pour la liberté et son aspiration à la dignité. Le premier pas dans cette direction, c'était bien sûr ce décret du 13 décembre 2024 portant dénomination de voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. Une action appelée donc à s'étendre à l'ensemble du pays. Moulay Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur national du patrimoine culturel. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La portée historique donc de l'acte posé est sans doute incontestable. On est dans un contexte de refondation. Quelles sont les motivations profondes de cette opération de dénomination? Merci bien, M. Konaté. Je voudrais d'abord, au nom du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, vous remercier non seulement pour l'invitation, mais aussi pour l'accueil qui nous a été réservé. La portée, elle est symbolique. Vous savez que nous sommes dans un pays chargé d'histoire et de culture, à travers les grands empires, à travers les royaumes et États théocratiques, de la période des grands empires jusqu'à la fin du 19e siècle. Le Mali est réellement un pays chargé d'histoire et de culture. Et cette histoire a connu des grands hommes, des empereurs, des rois, des grands hommes politiques qui se sont illustrés dans notre histoire. La symbole de ce décret, c'est pour magnifier, valoriser ces grands hommes de notre histoire, ces grands hommes de notre culture, ces grands hommes des sciences, de la technique, des arts et des lettres que nous avons initié ces décrets pour valoriser ces grandes figures de notre histoire et de notre culture. Mais quelles sont en fait les motivations profondes? Est-ce que des noms comme Archinard, Artois, Lamarne, CEDEAO pour des rues, place de Bamako ne sont plus acceptables aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Exactement. Vous venez de le dire, souvent des noms qui ne nous disent rien, qui ne parlent même pas de notre histoire. Prenez par exemple, mais en réalité, notre histoire fabuleuse, c'est le colonisateur qui a voulu, qui l'a ignorée, volontairement d'ailleurs. Et cette histoire fabuleuse, qui a été ignorée par le colonisateur, a été remplacée dans notre histoire par des références coloniales. C'est ce que vous venez de dire, comme par exemple l'avenue de l'Artois, l'avenue de la Marne, rue Faidherbe, rue Archinard, rue Frogier, etc., etc. Donc, on a volontairement remplacé nos grandes figures par les références coloniales, souvent qui ne nous disent rien. C'est pourquoi, dans le cadre de cette transition et de la refondation de l'État, les plus hautes autorités de ces pays ont voulu restaurer, réhabiliter notre histoire en dénommant des rues au nom de ces grandes figures. C'est ça la cause essentielle. Est-ce qu'on peut dire qu'on poursuit là une œuvre de décolonisation inachevée, on va dire? En fait, nous poursuivons une œuvre de décolonisation des esprits, entamée d'ailleurs après l'indépendance. Vous savez qu'après l'indépendance, les autorités de la Première République ont entamé cette démarche. Par exemple, le lycée Terrasson de Fougé est devenu le lycée Asker Mohamed. Le stade Bouvier est devenu le stade Mamadou Konaté. D'autres noms de personnalités ont été donnés à d'autres édifices, comme par exemple Ouezen Koulibaly, Hawa Keita, Général Soumaré, etc. Donc, après les indépendances, les plus hautes autorités de la Première République ont entamé cette démarche de décolonisation des esprits, de valorisation de notre histoire et de réhabilitation de notre histoire. D'accord, elle s'est arrêtée après? Bon, pas elle s'est arrêtée après, mais l'administration est une continuité. Les régimes qui se sont succédés avaient tous à l'esprit de décoloniser les esprits, mais comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'actes dans ce sens, mais des actes informels. Vous prenez par exemple le boulevard de l'Indépendance. Il n'y a aucun acte qui dénomme ce boulevard. Prenez l'avenue de l'Oya. Il n'y a pas d'acte officiel. Prenez le boulevard de la CEDEAO. Il n'y a pas d'acte officiel.
etc., etc. L'avenue Modibo Keïta, il n'y a pas d'acte officiel. Je crois que Comment cela se fait? l'acte majeur posé était l'acte de 1996 qui a dénommé certaines rues au nom de Tombouctou Coulibaly, de Tchemoko Garan Kouyaté, de Filidabo Sissoko, etc., etc. Alors, c'est eux que vous venez de citer, donc, qui n'ont donc pas d'acte officiel. Comment est-ce que vous allez procéder? Est-ce que vous allez rebaptiser ou vous allez prendre des actes officiels? On va formaliser. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Dans le décret que vous venez de citer, le décret du 13 décembre 2024, il y a l'avenue Modibo Keïta. C'est une formalisation. Il y a l'avenue de l'OIA, une formalisation. Il y a aussi le boulevard du Peuple, qui commence du premier point jusqu'au lycée français. Le boulevard du Peuple, c'est une formalisation. Donc, dans ces décrets, il y a non seulement de nouvelles dénominations, il y a également des actes de formalisation des rues et des avenues. Parlons donc des nouvelles dénominations. Comment se sont opérés les choix des noms que vous avez donnés à ces Merci bien. Vous savez que depuis 2002, il existe une commission nationale de baptême des lieux publics. Et sur l'instruction du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, cette commission a commencé à travailler sur la dénomination des boulevards, des rues, des avenues, des places, et même des établissements publics qui se trouvent dans ce décret. Donc la commission a tenu plusieurs réunions. Et cette commission a identifié plus de 150 grandes figures. La liste n'est pas exhaustive, qui se sont illustrées dans l'histoire, dans la culture, dans les sciences, la technique, les arts, les lettres, j'en passe. Et les critères de sélection de ces grandes figures ont concerné généralement la bravoure de la personnalité, l'héroïsme de la personnalité, la valeur d'exemple de la personnalité, la contribution exceptionnelle de la personnalité dans le développement de ces pays, l'éminence politique et institutionnelle pour ce qui concerne les personnes morales. Donc voici un peu le travail de cette commission qui a permis de faire un draft du décret et un rapport de présentation que nous avons soumis aux autorités du département. 150 grandes figures. Plus de 150 grandes figures. La liste n'est pas exhaustive. Vous dites des grandes figures dont la grandeur est bien évidemment incontestable. On ne va pas polémiquer là-dessus, bien évidemment. Mais des héros qui ne sont pas forcément connus des Maliens. Vous avez raison. Tout de suite, on parlait de Niamoudi Sissoko, qui n'est pas tellement connu des Maliens. Et pourtant, Niamoudi Sissoko a été le premier combattant à la pénétration coloniale dans les années 1878. Et la bataille la plus sanglante, d'ailleurs, que Niamoudi a menée contre le colonisateur, c'était le 22 septembre 1878. Celle de Logo Savoussiré. Exactement, celle de Logo Savoussiré. Donc, vous voyez, ça, c'est une grande figure. Parce qu'ils ne voulaient pas le blanc, ils ne voulaient pas la pénétration, ils ne veulent pas l'occupation coloniale. Donc, vous avez parfaitement raison. Et il s'agit de décréter, de prendre un décret, de dénommer des rues, des boulevards, des places, etc. Mais l'autre chose aussi est de faire savoir ces grandes figures à travers l'enseignement, à travers les médias, à travers la communication, etc. Est-ce que les discussions sont prises à ce niveau, notamment à travers l'enseignement, parce que les grandes figures coloniales en question, nous les avons connues à travers l'école, justement. Bon, beaucoup de ces figures sont enseignées. Sunyata, Babemba, Tcheba, Biton, Damozo, etc. sont vraiment enseignées. Absolument. Mais il va falloir redoubler d'efforts pour intensifier l'enseignement de ces grandes figures, pour les générations futures, bien sûr. D'accord, on a aussi des références africaines, panafricaine, parlez-nous-en. Oui, comme le Premier ministre l'a dit dans son discours, ça c'est un premier décret. Plus de 150 grandes figures, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'autres décrets. Parce que le décret déjà adopté figure seulement 35 dénominations. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'autres décrets. Donc ça veut dire que dans les décrets qui vont suivre, il y aura d'autres dénominations, il y aura d'autres figures qui seront concernées. Et comme le Premier ministre l'a dit dans son discours, personne ne sera oublié. Il s'agit de grandes personnalités qui ne seront pas oubliées. S'ils ont fait pour ces pays, ils ne seront pas du tout oubliés. Il s'agit de cela. Ça veut dire qu'il y aura d'autres décrets. Y compris de grandes personnalités de l'époque coloniale. Bon, si ces personnalités de l'époque coloniale ont participé, ont contribué de façon exceptionnelle au développement de ces pays, à l'affirmation de notre identité culturelle,
pourquoi pas? À la réappropriation de notre culture, pourquoi pas? On s'imagine que vous n'allez pas enlever systématiquement tous les noms de blancs, entre guillemets, qui existent au niveau de nos places publiques et autres Non, avenues. prenez par exemple l'Institut Pasteur. Ça, Pasteur a beaucoup fait dans le cadre de la médecine. Il y a on ne va pas dénommer, il y a l'Institut Marchot aussi, etc. En tout cas, même s'il y a des références coloniales qui ont participé à l'affirmation de notre identité, pourquoi les changer? Ce n'est pas la peine. Il s'agit des références coloniales qui ne nous disent rien dans notre histoire, dans notre culture. Il s'agit justement de cela. Alors, vous avez cité le Premier ministre qui a également relevé le fait qu'il n'y a pas de personnalité vivante. Il a parlé d'éviter le culte de la personnalité. Exactement. Expliquez-nous. Exactement. Ça fait partie aussi des critères. J'allais oublier. Parmi les critères figurent aussi des personnalités qui ne vivent plus parmi nous. C'est là pour éviter tout culte le culte de la personnalité, comme l'a dit le Premier ministre. Mais en fait, les critères ne sont pas suffisants. On va continuer à peaufiner les critères. D'ailleurs, il y a lieu d'élaborer un statut des dénominations des rues, avenues, places, établissements publics. Cela, non seulement pour Bamako, mais pour tout le pays. Alors, vous avez dit, l'opération va se poursuivre, s'étendre à l'ensemble du pays. Comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que au niveau local, il y aura des dénominations de personnalité du terroir? Mais bien sûr. C'est dans le statut qu'on va élaborer, et tout sera défini dans ce statut avec des critères. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Par exemple, changer le nom d'un quartier devrait relever de l'autorité de la commune ou de la chefferie. On n'y a pas touché. Ça veut dire que les critères ne sont pas encore suffisants et qu'il faut continuer à élaborer d'autres critères. Alors, il est dit également que l'événement de l'autre jour s'inscrivait dans une série d'initiatives visant à réhabiliter et à valoriser la mémoire historique du Mali. Exactement. Alors, la série d'initiatives, elle se poursuit par quoi? Dans les jours à venir, nous allons élaborer d'autres décrets avec d'autres grandes personnalités qui ne figurent pas dans le décret déjà adopté. Toujours avec la Commission nationale des baptêmes des lieux publics. D'accord. Vous êtes donc le directeur national du patrimoine culturel. Alors, quel a été votre rôle? Vous avez apparemment été la cheville ouvrière de cette opération. Bon, le premier rôle nous revient. Nous sommes chargés d'élaborer les préliminaires, les drafts des documents, les décrets, les rapports de présentation, et même l'identification, les figures, etc. Qu'on soumet à l'examen de la Commission nationale des baptêmes des lieux publics. Et avec cette commission, nous avons continué à travailler sur les documents déjà acquis. Alors, est-ce qu'il y a un délai qu'on se fixe pour boucler cette opération? Bon, le délai appartient aux plus hautes autorités. Nous sommes des techniciens. On fait le travail, on soumet aux plus hautes autorités. D'accord. Parlons donc un peu de votre direction. Alors, quel est votre rôle? Quelles sont vos missions? Bon, la Direction nationale du patrimoine culturel a pour mission d'élaborer les éléments de la politique culturelle en matière de conservation, de gestion et de diffusion des éléments du patrimoine culturel national. À cet effet, cette direction est chargée d'identifier, d'inventorier les éléments du patrimoine culturel, de restaurer, de réhabiliter les édifices ou, si vous voulez, les biens du patrimoine culturel national dégradés, et ensuite de promouvoir et de diffuser l'ensemble des éléments de ce patrimoine culturel à l'attention des générations futures. Comment est-ce que ce travail s'effectue aujourd'hui à votre niveau? Bon, avec peine. Comme vous le savez, les ressources ne sont jamais suffisantes, mais malgré tout, nous sommes là pour œuvrer dans ce sens, inventorier les éléments du patrimoine culturel, les stocker, les transmettre pour les générations. Nous avons une cellule de documentation. Au niveau de cette cellule, nous avons des archives, des rapports de mission, des thèmes d'études, etc., etc. L'état des lieux aujourd'hui par rapport à notre patrimoine, comment il se présente? Bon, le patrimoine souffre, on le sait. Nous sommes dans une période, certains le disent, nous sommes dans une période de guerre. Ce n'est pas du tout facile de protéger et de promouvoir ce patrimoine culturel aujourd'hui. C'est extrêmement difficile. Quelles sont les difficultés en la matière? Bon, la sécurité. Vous avez l'insécurité, vous avez... à cause même de l'insécurité, beaucoup de biens commencent à se dégrader, alors qu'il faudra les réhabiliter, les restaurer. Et les ressources ne sont pas suffisantes, j'allais dire, et pour faire autant de missions que nous voudrons bien. Donc, c'est des difficultés de ce genre. Mais malgré tout, nous sommes là pour faire des missions, pour identifier, inventorier
et promouvoir ces patrimoines culturels pour le bien de tout le monde. Alors là, vous parlez de patrimoine immatériel? Non, quand on dit patrimoine culturel, le patrimoine comprend deux composantes. Vous savez, vous avez la composante matérielle et la composante immatérielle. Dans la composante matérielle, nous avons les biens immeubles et les biens meubles. Les biens immeubles, c'est des biens qui ne peuvent être déplacés sans dommage aux biens eux-mêmes. Comme par exemple, une mosquée ne peut pas être déplacée sans dommage à la mosquée. Et meubles, là, c'est les biens qu'on peut déplacer sans dommage aux biens, comme des artefacts du patrimoine, par exemple. Le patrimoine immatériel se définit comme l'ensemble des pratiques, des expressions orales qu'une communauté considère comme faisant partie de son patrimoine, comme par exemple les mythes, les légendes, les épopées, les toponymies, les généalogies, les chroniques généalogiques, etc. Y compris la langue, qui est le vecteur de transmission de ce patrimoine immatériel. Mais quelle est la partie de ce patrimoine qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant en danger du fait de la crise et de l'insécurité? Bon, concernant le patrimoine immatériel, bon, c'est surtout les aspects de la mondialisation. Hein. Vous regardez les tresses aujourd'hui avec les mèches, est-ce que vous voyez les femmes avec les tresses traditionnelles? Je pense que non. Les tresses commencent à disparaître. Ça, c'est des difficultés. Les musiques du terroir commencent à disparaître. C'est des difficultés. Donc, pas seulement liées à l'insécurité, mais liées aussi à l'évolution du monde, aux aspects de la mondialisation et à l'intolérance aussi des religions révélées comme l'islam et le christianisme. Vous avez dans beaucoup de villages, il y a des bois sacrés qui ont été abandonnés parce que tout simplement l'officiant est devenu le muezzin de la mosquée ou que l'officiant du bois sacré est devenu l'imam du village, l'imam de la mosquée. Par contre, pour éviter toute médisance, il va s'écarter du bois sacré. Donc, c'est des aspects de ces gens qui ont fait aussi que les éléments du patrimoine culturel aussi commencent à disparaître. D'accord, je vous ai entendu parler de sauvegarde, mais si je ne m'abuse, pas de promotion. Est-ce que vous faites de la promotion du patrimoine culturel, de la vulgarisation? On fait la vulgarisation. D'accord. Tous les rapports d'émission, toutes les études que nous menons, tous les travaux d'inventaire sont vulgarisés à travers nos services déconcentrés et les services rattachés, au niveau local, au niveau régional. Et jusqu'au niveau local, vous savez que les services locaux travaillent avec les communautés qui sont les premières gardiennes et les productrices de ce patrimoine. Donc, les communautés doivent savoir ce qu'on fait et valider aussi ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait comme travaux d'inventaire est validé par les communautés. Comment se fait-il que des choses comme nos tresses traditionnelles sont en train de disparaître, malgré votre action quand même? Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas suffisamment. Oui, ça, c'est ce que je viens de dire. C'est les aspects de la mondialisation. Le patrimoine aussi évolue. Hein. Il faut le dire. Donc il faut accepter que certaines choses disparaissent. Non, on n'accepte pas que ça disparaisse, mais il faut accepter de les adapter à l'évolution du monde. Il s'agit de cela. Sinon, un bien du patrimoine culturel naît, est exploité par les communautés et il disparaît quand ça ne sert plus à la communauté. Je viens de donner l'exemple de l'officiant du bois sacré. Cet officiant qui n'officie plus le bois sacré et qui est devenu le muezzin du village, il va l'abandonner. Il va remplacer l'officiant. S'il n'y a pas de remplaçant, le bois sacré va disparaître. Il s'agit surtout de cela. Ça veut dire que le patrimoine évolue. Quand ça ne sert plus à la communauté, ça disparaît. C'est ça aussi. D'accord, donc il faut accepter que certaines choses disparaissent. Bon, pas accepter, mais c'est lié à l'évolution C'est lié à l'évolution actuelle du monde. D'accord, monsieur le directeur. Vous avez tenu l'édition 2024 des Journées du patrimoine culturel, les Journées nationales, en octobre dernier. C'était à Djenné. Exactement. Alors pourquoi à Djenné? Bon, le choix de Djenné résulte du fait que non seulement Djenné est un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, je veux dire les villes anciennes de Djenné, les 4 sites archéologiques plus le tissu ancien, mais aussi par le fait que Djenné aujourd'hui est confronté à des difficultés énormes en termes de conservation du bien lui-même. Vous savez que les sites archéologiques sont souvent utilisés comme des champs de carrière. Les gens viennent prélever le banco sur les sites archéologiques pour aller construire de façon involontaire. Il y a des gens qui ne le savent même pas. L'érosion éolienne est en train de dégrader les sites archéologiques, surtout le site de Djenné-Djeno, le site de Kanyana et de Tonomba, sont vraiment affectés par l'érosion éolienne et par l'érosion hydrique, qui crée des ravinements et qui fait ressortir les jarres funéraires, etc., les objets précieux que les populations vont récolter sur le site, sinon piller les sites.
Donc, Djenné est extrêmement confronté à ces problèmes-là. C'est pourquoi nous avons voulu tenir les journées du patrimoine à Djenné pour sensibiliser les responsables communaux, pour sensibiliser la chefferie, pour sensibiliser les confessions religieuses, pour sensibiliser les jeunes de Djenné à éviter que le bien culturel de Djenné se dégrade. Prenons le tissu ancien de Djenné, qui est constitué d'une architecture remarquable. Djenné, la ville de Djenné. C'est l'un des critères de son inscription sur le patrimoine mondial. Mais aujourd'hui, certains sont en train de construire en Parpaing, à Djenné, ce qui est contraire aux prescriptions de l'inscription sur la liste patrimoine mondial. C'est pourquoi nous avons voulu lancer ce défi, tenir les journées nationales du patrimoine culturel à Djenné pour sensibiliser, informer les décideurs de Djenné, la population de Djenné, à éviter la dégradation du bien culturel Djenné. Et vous savez qu'en 2016, Djenné a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Tout ça, c'est l'une des causes aussi de la tenue de ces journées à Djenné pour informer, sensibiliser les populations de Djenné. Mais comment protéger, par exemple, le patrimoine contre, je comprends pour la sensibilisation des populations, mais comment protéger contre les aléas de la nature que vous avez évoqués? Non, si on prend par exemple l'érosion hydrique, il s'agit de mettre en place des cordons pierreux ou des barrières en pierre, ou même reboiser pour fixer les sols. C'est ce qu'on appelle les actions de restauration et de défense des sols. Il s'agit de fixer le sol pour qu'il n'y ait pas d'éboulement, éboulement, et pour qu'il n'y ait pas de ravinement sur le sol. Donc, il s'agit de mettre en place des cordons pierreux, des barrières en pierre et même faire des plantations d'arbres sur le site. Sinon, tout au long du site. D'accord, rôle et responsabilité des communautés et des collectivités dans la préservation et la gestion du patrimoine culturel, c'était le thème justement. Est-ce que vous leur avez confié concrètement une mission dans ce cadre? Oui, mais comme je viens de le dire, les communautés font partie intégrante de la conservation du site. C'est elles qui produisent le patrimoine, et c'est elles qui détiennent le patrimoine, les communautés. Donc, notre rôle, c'est le rôle d'appui-conseil à ces communautés, les inviter à se réapproprier leur patrimoine, pour dire que si vous perdez votre patrimoine, vous allez suivre les autres. C'est un peu ça. Quand on perd tout, mais on va suivre les autres. Donc ça, notre rôle, c'est surtout le rôle d'appui-conseil à ces communautés détentrices de ce patrimoine pour que leur patrimoine ne disparaisse pas. Et comme je l'ai dit, à Djenné, nous avons un service dénommé la mission culturelle qui a pour mission aussi de travailler étroitement avec la communauté. La mission culturelle n'est pas là comme ça, mais elle travaille en étroite collaboration avec les communautés. Tout ce que la mission culturelle fait en termes de restauration, de réhabilitation, d'information et de sensibilisation, c'est en collaboration avec les communautés, les responsables des communautés. D'accord, il y a Djenné, il y a bien évidemment d'autres villes du pays qui sont confrontées à d'autres difficultés du genre. Bien sûr, comme Tombouctou par exemple. Tombouctou, dans le tissu classé patrimoine mondial, il y a des constructions en perpène, ce qui est contraire aux prescriptions de l'UNESCO. Prenez également le tombeau des Askia qu'on est en train de restaurer actuellement, c'est en cours même. Ce joyau architectural était confronté à des difficultés de conservation et d'entretien. Parce que tout simplement, pendant l'occupation des Gao, on ne pouvait pas faire de crépissage. Donc, pendant tout ce temps, le tombeau des Askia s'est vraiment dégradé. C'est aussi un bien inscrit sur la liste patrimoine mondiale. Mais est-ce qu'il y a un manque de prise de conscience jusque-là à ce niveau? Non, il n'y a pas de manque de prise de conscience. Sûrement, il y a lieu de dynamiser cette conscience. Je pense que c'est surtout ça. Il y a lieu de dynamiser la conscience. Il y a lieu de conscientiser davantage à la sauvegarde des biens culturels. C'est surtout ça. Sinon, ils savent que c'est leur patrimoine, c'est leur identité. Qui ose ne pas parler de Askia Mohamed à Gao? Personne. Parce que Askia Mohamed, c'est Gao. C'est l'Empire Songhai. Sunyata, c'est l'Empire du Mandé. Donc, c'est une reconnaissance qui existe déjà. Et sur quoi est-ce que vous comptez mettre l'accent pour renforcer la protection du patrimoine à ce niveau? Bon, nous comptons d'abord sur les populations elles-mêmes. Parce qu'il se trouve que les populations elles-mêmes sont les premières gardiennes et productrices du patrimoine, font partie, en grande partie, de ceux qui dégradent aussi ce patrimoine. Pour des velléités d'occupation, des velléités de place, et même pour le gain facile. C'est ça aussi. L'homme est ce qu'il est aussi. Pour l'argent, pour autre chose, les populations elles-mêmes détruisent leur patrimoine. Ça arrive. Même si elles savent que c'est leur bien, c'est leur dignité, c'est l'affirmation de leur identité. Mais malgré tout, s'il y a l'argent, elles peuvent se mettre à détruire ce patrimoine, sinon à piller les sites archéologiques. C'est ce qu'on constate dans beaucoup de
des localités. À Djenné, par exemple, les premières pierres, c'est les jeunes du village. Donc c'est ça aussi. D'accord. On sait que vos services se battent comme ils peuvent. Alors, quelles sont les difficultés et quelles sont surtout les perspectives pour le patrimoine? Bon, les difficultés, c'est d'abord les difficultés de ressources humaines. Donc, il y a lieu vraiment de doter ce service en ressources humaines qualifiées. Les difficultés aussi, c'est la formation continue. La formation continue. Il s'agit de maintenir la formation continue du personnel du service dans des domaines différents, dans des spécialités qui intéressent ce service. Il s'agit également de renforcer les moyens matériels, les moyens logistiques, etc. C'est ça aussi les principales difficultés. En perspective? Bon, en perspective, nous avons des projets de conservation du patrimoine, des projets de gestion efficace du patrimoine, des projets de promotion, de valorisation des éléments du patrimoine. C'est ça notre mission. Les moyens, vous en avez parlé, ils sont peut-être insuffisants, mais qui vous donne les moyens? C'est l'État qui donne les moyens? On va partir avec les moyens dont nous disposons. D'accord. L'État, les partenaires? Nous avons des partenaires comme l'UNESCO aussi, qui intervient beaucoup dans la conservation du patrimoine. Absolument. Vous savez, en 2012, après la destruction des mausolées de Tombouctou, c'est l'UNESCO qui est intervenu en grande partie comme partenaire financier pour restaurer, pour réhabiliter ce patrimoine. Donc nous avons des partenaires techniques et financiers comme l'UNESCO, comme d'autres organisations internationales. D'accord. Voilà. 150 grandes figures répertoriées, au moins, pour revenir à l'opération de baptême. Alors, la suite, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochains jours? Dans les prochains jours, nous allons élaborer des préalables, des décrets et des rapports de présentation, parce que les figures sont pratiquement connues, même si la liste n'est pas exhaustive. Hein. Et nous allons convier une réunion de la Commission nationale de baptême de lieux publics pour statuer sur ces documents et les rentrer dans le circuit d'adoption. Ça peut être deuxième décret, un troisième décret peut venir, comme un quatrième décret peut venir. Comme l'a dit le Premier ministre, on n'oublie personne. Et personne, il s'agit de grandes personnalités qui se sont illustrées par leurs hauts faits dans l'histoire de ce pays, dans la culture de ce pays, dans les sciences de ce pays, de la technique, des arts et des lettres de ce pays. Il s'agit de cela. Et on en viendra un jour à des personnalités vivantes? Bon, pour le moment, la commission en décidera. En tout cas, pour le moment, ça ne fait pas partie des critères. Merci donc, M. Coulibaly, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.